Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Après cette émission incroyable hier, des vraies voix pour démarrer la semaine, une nouvelle journée s'annonce, on vous souhaite la bienvenue, c'est les vraies voix jusqu'à 19h. Ça va Philippe David? Ça va très bien Cécile de Ménibus. Ça va en ce moment, vous êtes en forme? Oui, en pleine forme. Bon, on écoute. Au menu des vraies voix, là c'est pas de l'astrologie. François Mitterrand a évoqué hier soir sur LCI un sentiment de submersion migratoire. Et vous, avez-vous un sentiment de submersion migratoire? François Mitterrand donc a parlé hier. C'est pourquoi? Parce que moi je crois aux forces de l'esprit. Vous voulez pas aller vous reposer un petit peu, Philippe David? Elle est en train de me virer à une vitesse. Donc François Mitterrand a parlé. Oui, non, pas vraiment. Bah, si. Non, mais errare humanum sed perseverare diabolicum. Les forces, c'est exact, vous les avez, mon cher. Oui. Par contre, l'esprit, je l'ai pas. Allez, soyez les bienvenus au sommaire de cette émission. Le grand débat du jour à 17h30. François Bayrou a évoqué hier un sentiment de submersion migratoire. Ces mots divisent jusqu'au bloc central. Je n'aurais jamais tenu ces propos et ils me gênent, a commenté la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Est-ce que finalement, tolérance sur l'immigration qui était dépassée en 1989 selon François Mitterrand? Et à cette question, avez-vous un sentiment de submersion migratoire? Vous dites oui à 93%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et notre j'ai casé Mitterrand. Oui, notre invité pour en parler, Jean-Paul Gourevitch, sera avec nous, consultant international sur l'Afrique et les migrations et auteur d'un livre qui s'appelle Le coût de l'immigration pour contribuables associés en 2023. Et puis le coup de projecteur des vraies voix. Le chômage enregistre une hausse jamais vue hors période Covid depuis une dizaine d'années, plus 3,9%. La Macronie espérait pourtant laisser une embellie économique en héritage. Alors parlons vrai, craignez-vous une flambée du chômage en 2025? Et à cette question, hausse du chômage, plans sociaux, est-ce un échec pour Macron? Et vous dites oui avec un score nord-coréen de 100%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. On vous souhaite la bienvenue dans les vraies voix, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Et autour de cette table, magnifique Philippe Bilger. Bonsoir Philippe. Bonsoir, ma chère Cécile. Bonsoir. Bienvenue. Avec le non moins fantastique François Ouzillot qui est avec nous, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Bonsoir François. Bonsoir. Et puis le non moins fantastique Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. C'est pas facile de garder le pli. Ça va Très bien, je suis très content. Ça fait très longtemps que je ne suis pas venu vous voir, donc je suis très content. Vous avez fait quoi tout ce temps? J'ai un peu travaillé, puis j'ai un peu festoyé aussi pendant les fêtes de fin c'est d'année. bien. Voilà. C'est bien. On a bien mangé. On a bien mangé. Pourquoi ça se voit tant que ça? Je ne sais pas vous le dire. Au bon accueil, bonjour, j'ai envie de dire. Allez, le 0826 300 300. Antoine qui nous appelle de Nîmes. Bonsoir Antoine. Bonsoir Antoine. Oui, bonsoir les vraies voix. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne année 2025. On peut encore? Oui, on peut encore. On n'est que le 28. Effectivement, vous avez bien raison. Avec, vous vouliez nous parler du projet Stargate. Oui, le projet Stargate, bon, alors je suis assez fan du nom, je trouve qu'il est assez sympathique, mais derrière ce nom peut-être un peu fantaisiste, il y a quand même une certaine réalité, à savoir la bataille de l'intelligence artificielle, à savoir donc 500 milliards de dollars d'investissement promis par l'administration Trump. En face, on a également la Chine qui répond avec l'équivalent d'un chat GPT qui s'appelle DeepSeek, donc une opération. Ouais, ça fonctionne pas très bien encore, hein. C'est un peu, c'est pas au top. Il fonctionne pas très bien, mais qui est bien moins cher que son homologue américain. C'est vrai. Et nous, au milieu de tout ça, c'est un peu mon coup de gueule en définitive, c'est que l'Europe est assez inerte par rapport à cette nouvelle technologie qui va révolutionner à peu près tout, hein, le monde du travail, l'éducation, la santé, la finance. Et nous, on est là un peu les bras ballants, alors qu'on a des entreprises absolument en pointe dans le nucléaire, la fibre optique, l'aéronautique, et on est incapable de répondre de façon concrète et ambitieuse à cette nouvelle technologie. Quand on voit avec ce qu'ils ont dépensé avec OpenAI pour ChatGPT, DeepSeek a encore de l'argent à dépenser. Philippe C'est Bilger. ce qu'a dit le Premier ministre hier, exactement ce que vient de dire notre ami. François. Vous allez en parler L'auditeur vient tout à de l'heure. me piquer mon tour de table. Non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Donc vous en parlerez tout à l'heure et peut-être non. Il y a une vraie difficulté pour l'Europe de se mettre en ordre de marche et surtout d'avoir une approche unie avec des vrais fonds d'investissement qui sont là pour soutenir la démarche. Et c'est vrai qu'aux États-Unis,
et en Chine pour d'autres raisons. Ils n'ont pas ce sujet, en fait. À partir du moment où ils décident de faire quelque chose, ils y vont, ils mettent de l'argent sur la table. Des dizaines, des centaines de milliards. Et nous, on est dans une approche égalitaire, de débat, de Ils réciprocité. n'ont pas trop d'opposition des citoyens. Alors en Chine, c'est vrai qu'il y a moins de sujets, c'est vrai, c'est le grand avantage. On avait oublié ce petit sujet. Merci beaucoup Antoine d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes notre vraie voix du jour jusqu'au qui c'est qui l'a dit. Qui n'est pas une émission d'intelligence artificielle, mais d'intelligence réelle. Oui, absolument. Vous avez bien fait de parler. Dans un instant, le réquisitoire du procureur, mon cher monsieur le procureur. Je vais parler de François Bayrou, ma chère Cécile, parce que j'attaque, je peux y aller. Je l'ai écouté hier. Non, mais c'est après, hein. Là c'est le teasing. Après. Non, mais voilà, c'est tout. Bah, Voilà. bougez pas, Allez, gardez tout, on revient dans un instant. Je garde. On fait une petite pause, on revient dans un instant, on est ensemble jusqu'à 19h. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Soyez les bienvenus, on est ensemble avec Philippe David jusqu'à 19h. Ça va mieux Philippe ? Ah bah ça va très bien. Bon bah très bien, vous avez retrouvé vos de esprits. François Ier maintenant, après François Mitterrand au lieu de François Bayrou. Écoutez, comme vous voulez, si ça peut vous faire du bien, je peux vous laisser un peu l'antenne, allez-y. François Ier, qui décrète qu'il y a... Super, merci beaucoup. Autour de cette table, Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, François Ouzillot et vous au 0826 300 300. Dans un instant, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. Félix, les sujets du jour. On va parler des socialistes qui quittent les négociations budgétaires alors que François Bayrou persiste et signe à l'instant à l'Assemblée sur le terme de submersion migratoire employé hier. On va parler des Belges choqués par d'autres propos de François Bayrou hier sur la fin de vie et l'euthanasie en Belgique. Et puis d'Emmanuel Macron qui joue un peu à l'architecte au Louvre cet après-midi devant la pyramide de François Mitterrand. Tiens d'ailleurs, on y revient. En 3 mots, submersion, consternation et rénovation. Merci beaucoup Félix, on vous retrouve dans un instant. En attendant, c'est le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur, Philippe Bilger. Et votre réquisitoire n'est pas à charge sur François Bayrou, puisque vous trouvez qu'il a enfilé les habits de Premier ministre hier soir sur LCI. Hier soir sur LCI, durant 1h30 à peu près, il a parlé et dans le fond et dans la forme avec beaucoup de liberté, d'intelligence. Ce qui m'a frappé, je l'ai dit à l'instant en entrant, c'est le fait qu'il était pourtant fatigué, mais il n'a pas commis une seule erreur sur le plan de la forme. Aucune faiblesse, l'oralité était parfaite et une liberté dans l'analyse des questions formidables de Darius Rojma. On ne peut pas être bon si on n'a pas un très bon questionnaire. Et pendant 1h30, j'ai franchement écouté l'une des meilleures émissions sur LCI. C'était, alors on peut n'être pas d'accord avec lui sur certains thèmes, mais il m'a convaincu notamment sur le sujet dont on parlera tout à l'heure. Pierre-Yves Martin. En quoi les questions étaient intéressantes, elles étaient à la fois intelligentes et en même temps avec beaucoup de gentillesse, quoi. On sentait qu'ils se connaissaient. C'était plus une conversation, vous voulez dire, peut-être. Oui, mais en même temps de haute tenue. Pas d'acrimonie. Vraiment, j'ai trouvé que l'exercice était remarquable. Et pour la première fois, je l'ai senti vraiment Premier ministre, comme s'il avait ajusté les habits à ce qu'il était aujourd'hui. Et du coup, je me permets juste de réagir. C'est le président de l'Institut de la Parole qui se concentre sur la forme de l'échange. Parce que le fond, je le laisse à Philippe David. Ah, c'est ça. Okay. Ah, vous faites une interview de Philippe David. François Ouzillot. Est-ce qu'il incarne, comme dit Philippe, aujourd'hui le costume ? Je suis pas aussi emballé que Philippe, pour être honnête. C'était beaucoup de paroles. Maintenant, j'attends les actes. Le propre d'un entretien, mon cher François. Oui, mais vu la situation du pays, il est temps d'agir là. Donc, on va voir ce que ça donne la semaine prochaine sur le budget. Je trouve qu'il s'est toujours positionné en commentateur. Toujours, il fait des grandes phrases qui durent à peu près 10 minutes chacune. On ne sait pas bien quand ça va s'arrêter. Il a enfilé les perles quand même pendant 1h30. Moi, c'est plutôt ça mon point de vue. Ouf, ça mériterait un débat. Je le trouve très sévère, François, mais après allez-y. Mais
Non, je trouve que voilà, alors l'intervieweur est très bon, ça, il n'y a pas de doute. Mais à un moment donné, il ne va pas falloir qu'il continue à endormir son auditoire. Sa discussion de politique générale était de bon niveau, on en a déjà parlé ici il y a une quinzaine de jours. Mais 15 jours après, on n'attend pas l'acte 2 de la DPG, on attend des vrais actes. Et les Français, en fait, ils en ont marre maintenant des premiers ministres qui se succèdent et qui enfilent les perles, je reprends l'expression. Et qui n'embrayent pas, c'est ça, peut-être. Comment ? Et qui n'embrayent pas, qui n'agissent pas. Il fait des constats une fois de plus, mais quelle solution il met en face ? Et je trouve que voilà, ça a été facile pour lui, parce qu'effectivement, l'intervieweur était plutôt sympathique, complaisant. Mais c'est pas ça pour moi une interview politique. Mais François, juste un mot, ma chère Cécile. Il posait des questions précises Darius Robin sur ce qui allait arriver, et François Bayrou répondait « On sait ce qui va se passer ». Oui, mais comment il va faire ? Et d'ailleurs, c'est le débat qu'on aura dans quelques minutes sur l'immigration. Il fait un constat, mais derrière, il ne donne pas de solution. Je pense que le contexte politique fait que il est difficile de s'inscrire dans une démarche purement d'action. J'entends puisqu'on bien. on est complètement contraint par la consensualité. Que mon pays ne soit pas figé dans le temps pendant encore 2 ans jusqu'à la présidentielle. Allez, on va en parler dans quelques instants. Merci beaucoup Philippe Bilger. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'est avec Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont submersion, consternation et rénovation. François Bayrou persiste et signe à l'Assemblée nationale après avoir évoqué un sentiment de submersion migratoire hier soir. Ce ne sont pas les mots qui sont choquants, ce sont les réalités, répond-il. Après quoi le PS annonce à l'instant suspendre les négociations budgétaires. Le Premier ministre consterne jusqu'en Belgique après avoir aussi affirmé qu'on pouvait là-bas euthanasier des ados, je cite, juste parce qu'ils étaient mal dans leur peau. Pendant ce temps, Emmanuel Macron prend un peu de hauteur. Il s'occupe de la Joconde et de sa maison, le Louvre. Mona Lisa va bénéficier d'une salle autonome et une nouvelle grande entrée va être créée en plus de la pyramide sur le musée. Les vraies voix Sud Radio. Un sentiment de submersion, terme employé par le Premier ministre François Bayrou hier soir, donc interrogé sur l'immigration dans une émission télé. Même au sein du bloc central, la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, exprimait sa gêne ce matin. À gauche, le président du groupe PS, Boris Vallaud, est monté au créneau tout à l'heure lors des questions au gouvernement, dénonçant un terme blessant et mensonger. De qui parlez-vous ? De ces jeunes migrants devenus majeurs, privés de papier alors qu'ils sont en apprentissage ? De ces femmes qui s'occupent de nos enfants, de nos parents, de celles et de ceux qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD, dans nos crèches, dans les cuisines de nos restaurants, sur nos chantiers, dans nos usines, comme le rappelait le MEDEF ou la CPME, de ces travailleurs sans papier et qui pourtant, pour beaucoup, payent leurs impôts, perdent leurs cotisations, payent nos retraites, de ces vies arrachées à leur pays, à leur famille par les guerres, les persécutions ou la misère. Monsieur le Premier ministre, maintenez-vous ce mot de submersion ? Eh bien oui, lui a répondu François Bayrou, qui lui a aussitôt répondu en maintenant ce terme de submersion employé hier soir. Le passage que vous indiquez était fondé sur la situation à Mayotte. Quiconque s'est confronté à la situation à Mayotte, et ça n'est pas le seul endroit de France, mesure que le mot de submersion est celui qui est le plus adapté parce que des vagues d'immigration illégale telles qu'elles atteignent 25% de la population. Ce ne sont pas les mots, Monsieur le Président Vallaud, qui sont choquants, c'est les réalités. En réponse à quoi le président du groupe PS s'est dit consterné, submergé par la consternation même. Reste à voir l'impact de cette séquence sur l'avenir du gouvernement. François Bayrou avait passé une bonne partie de ces dernières semaines à tenter d'obtenir au moins une non-censure de la part des socialistes dans le vote du budget. Eh bien, le PS vient d'annoncer suspendre justement les négociations budgétaires. On y reviendra dans quelques instants sur le grand débat du jour, Philippe. Bougez pas. Deuxième mot, consternation. François Bayrou choque un ancien Premier ministre belge après ses propos sur la fin de vie. Toujours dans cette même émission chez nos confrères de LCI, François Bayrou a redit vouloir dissocier la loi sur la fin de vie en 2 textes différents, l'un sur les soins palliatifs, l'autre sur l'aide active à mourir. Et voilà donc ce qu'il a affirmé à propos de la Belgique. Vous parliez de la Belgique. On a apporté cette aide à mourir à des adolescents, simplement parce qu'ils étaient mal dans leur peau. Des propos ahurissants et déconnectés de la réalité, a notamment réagi l'ancien Premier ministre belge Elio Di Rupo. Une contre-vérité choquante et méprisante pour les soignants qui appliquent cette loi avec rigueur et humanité, dit-il. Elio Di Rupo ajoute ensuite « L'euthanasie des mineurs en Belgique est strictement encadrée. Elle ne concerne que les cas de souffrance physique constante et insupportable liée à une maladie grave et incurable avec un décès attendu à brève échéance. » Et l'ancien Premier ministre socialiste belge précise
enfin, je le cite toujours, le mineur doit être capable de discernement, cette capacité étant évaluée par un pédopsychiatre ou un psychologue, et le consentement des parents est indispensable. Dérapage, Philippe Bilger? Non, non, parce que j'ai décidé de soutenir François Bayrou et il a dit des choses sur d'autres sujets aussi brutales. Et donc je trouve que, alors peut-être le Premier ministre belge, l'ancien, a-t-il raison? Je ne connais pas le détail de la législation belge. Mais question à mon avis, mauvaise connaissance du droit belge, ou alors mauvaise analyse de François Bayrou, mais je vois pas l'intérêt de faire ce genre de sortie. Ce qui est certain, c'est que c'est un démocrate chrétien, il est manifestement contre l'euthanasie, il a pas l'air d'avoir envie d'avancer sur le sujet, et c'est un des rares points avec lesquels je suis d'accord avec Yael Braun-Pivet ces dernières semaines, contrairement à l'immigration. Est-ce que Emmanuel Macron, je vais arrêter avec les François, a promis des référendums? Est-ce que ce serait pas un vrai sujet de référendum, Pierre-Yves Martin? Je sais pas, parce que c'est très compliqué de répondre à ce sujet-là. Ça suppose un petit peu on en avait déjà parlé lors des précédentes émissions. Ça demande du temps, un contexte on n'est pas obligé de le faire dans 15 jours. Non, mais ça demande aussi un contexte national d'apaisement qui n'existe absolument pas en ce moment. Ça, c'est pas faux. Ouais. Et du coup, je vois pas comment on peut aborder et appréhender ce sujet et avancer alors que la société est morcelée. Tiens, en parlant d'avancer, si on avançait. Troisième mot, ça c'est bien vu. Troisième mot, rénovation. Emmanuel Macron cherche à prendre de la hauteur au musée du Louvre. Eh ben oui, finalement, là où sa présidence a commencé, dans le sillage des rois de France, rien de moins, et de la pyramide mitterrandienne. Les forces de l'esprit ont quitté ni Philippe David, ni Emmanuel Macron, visiblement. Mais derrière ce lustre et ce prestige, effectivement, on l'a appris ces dernières semaines, un bâtiment en souffrance débordé par l'afflux des 9 millions de touristes l'an dernier. Le président Macron est donc venu apporter toute une série de réponses, d'annonces, de réagencements, un discours avec notamment la maire de Paris. Ces grands travaux à lui, finalement, c'est la rénovation après Notre-Dame. Apparemment, une façon, au passage, de prendre un peu de hauteur dans ce contexte politique compliqué. J'ai bien conscience que beaucoup de gens pourraient se dire « Pourquoi donc le Louvre aujourd'hui en ce début d'année ?» Beaucoup de gens pourraient se dire « C'est totalement intempestif de venir parler d'un grand projet culturel » alors que le monde semble partir dans tous les sens et que manifestement les discussions budgétaires se poursuivent. On peut trouver un chemin et on peut, surtout dans ces temps, avoir le sens de l'innovation et de l'audace et penser grand. Alors, parmi les annonces, la superstar, la Joconde, Mona Lisa, sera transférée dans une nouvelle salle autonome sous la cour carrée. Création aussi d'une nouvelle grande entrée en plus de la pyramide, là aussi pour fluidifier la circulation, diviser un peu les flux de visiteurs. Enfin, le président veut un billet d'entrée plus cher pour les étrangers hors Union européenne dès 2026. Si quelqu'un a une réflexion, il faut qu'elle soit rapide. Tout ça me paraît plein de bon sens, puisqu'il paraît que le Louvre est dans un sale état. Absolument. Néanmoins, lorsque le président dit beaucoup de gens pourraient se dire, je ne pense pas que ce soit pourrait se dire, c'est beaucoup de gens se disent qu'il n'a peut-être pas forcément sa place ici et qu'il y a peut-être d'autres sujets plus urgents à traiter. Il se prend pour Mitterrand. Ceux qui disaient Mitterrand en général, c'est ceux qui n'aimaient pas. Merci beaucoup Félix Mathieu. On vous retrouve après 18h et dans un instant François Bayrou qui évoque un sentiment de submersion migratoire. Philippe. Alors parlons vrai. Est-ce que Bayrou ne remet pas au goût du jour le seuil de tolérance sur l'immigration de François Mitterrand qui était déjà dépassé selon l'ancien président en 1989? Et à cette question, avez-vous un sentiment de submersion migratoire? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et notre invité Jean-Paul Gourevitch est avec nous, consultant international sur l'Afrique et les migrations. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question courte, réponse courte, s'il vous plaît. Dans les propos de François Bayrou, est-ce qu'il y a un problème de sémantique? Je pense que l'expression de sentiment de subversion migratoire est une expression très habile qui montre qu'il a compris l'ampleur du problème, mais qu'il ne veut pas ou qu'il ne peut pas le résoudre. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. 0826 300 300, on est ensemble avec toute l'équipe et Philippe David jusqu'à 19h. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Les vraies voix tous les jours entre 17h et 19h. J'espère que c'est noté sur votre agenda. On va venir vérifier, les uns derrière les autres. Avec le réveil qui sonne. Bien sûr, avec la petite sonnerie. 5h moins 2. Ça va exactement. Vous êtes bien assis avec votre chocolat et vous écoutez jusqu'à 19h. C'est la moindre des choses. C'est plutôt tea time. C'est tea time, oui. Que chocolate time. Chocolat, ça fait du bien. Tout ça parce que j'ai envie de chocolat et que j'en ai pas. Bref, tout de suite, chers amis, autour de cette table, François Ouzillot, Philippe Bilger et Pierre-Yves Martin, et vous au 0826 300 300. Tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Ils sont là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, Ils sont sur les réseaux sociaux. de ne plus reconnaître votre pays, de ne plus reconnaître les modes de vie ou la culture. Dès cet instant-là, vous avez rejet. Submersion migratoire, ce sont exactement les mots que, par exemple, M. Zemmour utilisait pendant l'élection présidentielle. Des zones entières de mon pays, la France, sont livrées à la submersion migratoire. Il n'y a pas de submersion migratoire en France. Nous sommes d'ailleurs un des pays d'Europe de l'Ouest avec le plus faible taux d'accueil de personnes exilées. François Bayrou a évoqué hier donc un sentiment de submersion migratoire, ces mots qui divisent jusqu'au sein du bloc central. Je n'aurais jamais tenu ces propos. Il me gêne, c'est ce qu'a dit la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet. Alors parlons vrai. Est-ce que ces propos ne sont pas une redite de ceux de Valéry Giscard d'Estaing qui en 1991, dans les colonnes du Figaro Magazine, avait parlé d'invasion migratoire? Et à cette question, avez-vous un sentiment de submersion migratoire? Vous dites oui à 91%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Notre invité Jean-Paul Gourevitch est avec nous, consultant international sur l'Afrique et la migration et auteur d'une monographie sur le coût de l'immigration pour contribuables associés en 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation, Philippe Bilger. Le procès fait à François Bayrou est totalement injuste. Quand on écoute bien ce qu'il a dit, quand on appréhende le contexte, il se contente de dire que les gens peuvent avoir, j'insiste, le sentiment de subversion migratoire. Il ne prend pas à son compte. Il indique que beaucoup de gens, voyant l'état de la France aujourd'hui, peuvent avoir ce sentiment. Et il ajoute quelque chose de fondamental. Il dit, une famille qui vient chez nous ne pose pas de problème, mais lorsqu'il y en a beaucoup, il y a une exigence de proportionnalité. Si elle n'est pas respectée, c'est une catastrophe. Et deuxième élément, je termine là-dessus, on cherche à comparer avec le sentiment d'insécurité dont avait parlé Dupond-Moretti. Il y a une énorme différence. De mon point de vue, il n'y a pas encore de subversion migratoire. Il y a une grave menace, tandis que l'insécurité à l'époque, elle était trop réelle. Elle était dramatique. Vous vouliez dire de submersion migratoire? Parce que vous avez dit de subversion migratoire. Non, c'est je parlais pas de vous. Je savais pas que j'étais subversif, Pierre-Yves Martin. Non, pour réagir sur vos propos, Philippe. En fait, la question, j'ai pas vu l'interview hier. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, François Bayrou s'est justifié à l'Assemblée nationale en disant qu'il évoquait la situation de Mayotte. Et je trouve que c'est important de savoir réellement ce qui a été dit par rapport à quel sujet. Est-ce que il a évoqué le sujet de l'immigration en règle générale en France, ou est-ce qu'il a évoqué le sujet lié spécifiquement à Mayotte? Parce que c'est pas tout à fait la même chose, me semble-t-il. Il a parlé du droit du sol qu'il fallait amender à Mayotte. Il a été très clair. Il a déconnecté un peu de. Il a déconnecté de la métropole. Ouais, exactement. Et Yael Braun-Pivet est d'une démagogie absolue. Donc du coup, si c'est vraiment lié et simplement à Mayotte, je pense pas qu'il y ait matière à monter sur les grands chevaux. Mais François Ouzillot. Dans une autre vie, je travaillais dans la communication et on nous apprenait à faire la différence entre la perception et la réalité. Là, il agit sur la perception qu'ont les Français du sentiment d'immigration et de cette fameuse vague. Et donc, il l'utilise dans cette interview et elle aurait au moins un effet, c'est de débattre de ce sujet au moins pendant 24 heures, si ce n'est plus, avec la gauche qui menace de suspendre les négociations à cause de cette sortie et de sa confirmation aujourd'hui dans l'hémicycle. Moi, je pense qu'il a raison de mettre ça dans le débat, une fois de plus. Des gens, des hommes politiques, des femmes politiques de droite, de gauche, depuis effectivement des décennies et des décennies, posent le débat. On va pas effectivement le laisser à l'extrême droite. C'est ça le sujet. Et je ne comprends pas pourquoi la gauche, d'ailleurs, dit qu'il court après l'extrême droite. C'est pas le sujet, le débat. C'est justement de s'en occuper une bonne fois pour toutes et de le traiter. C'est une politique publique, l'immigration, qui doit être traitée comme toute autre politique publique. Et encore une fois, je préférerais qu'ils nous disent
quels moyens il donne à Bruno Retailleau et à Gérald Darmanin éventuellement pour traiter le sujet, plutôt que de parler et d'en faire une polémique pendant 24 heures et de revenir à l'Assemblée pour expliquer ce qu'il a voulu dire et faire l'exégèse de ses phrases, plutôt que de dire je vais donner les moyens au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice de traiter ce sujet et ne pas le laisser au Rassemblement national qui va encore faire des scores exceptionnels, notamment sur cette thématique. Jean-Paul Gourevitch, vous êtes consultant international sur l'Afrique et les migrations. Vous avez écrit notamment une monographie sur le coût de l'immigration pour contribuables associés en 2023. Est-ce que, quelque part, on a l'impression, en entendant la gauche dans l'hémicycle, que l'immigration est encore et toujours un sujet tabou dans la politique française? Est-ce que c'est la réalité? Ou est-ce que c'est un sentiment de tabou? Pas mal. Oui, depuis très longtemps, la gauche et la bien-pensance, plus généralement, s'indignent et cherchent des mots qui renvoient à l'extrême droite, aux heures sombres de l'histoire et autres. Il faut bien voir que François Bayrou, dans son interview, a parlé de sentiment de subversion. Par contre, le lendemain, à l'Assemblée, il a parlé de subversion. Alors, quand on se sent un petit peu étranger dans son pays lui-même, comme aurait dit Louis Aragon, on a fatalement une tentation de rejeter les autres. Ceci d'autant plus que, depuis une quinzaine d'années, on a beaucoup parlé et très peu agi. L'opinion publique ne voit pas de résultats en ce qui concerne les OQTF, en ce qui concerne le détournement du droit d'asile, en ce qui concerne la situation, enfin le statut d'étranger malade, et plus généralement en ce qui concerne les rapports qui sont absolument pas simples entre l'immigration d'un côté et des phénomènes comme la délinquance, les trafics, la drogue ou l'islamisme. Donc ce que fait François Bayrou est de l'ordre du constat. Maintenant, la question est de savoir comment on peut déborder le constat et passer à l'action. Et là, de ce point de vue-là, l'opinion publique est encore plus touchée dans la mesure où elle voit Monsieur Trump qui promet, il y a beaucoup de théâtralisation là-dedans, mais qui promet de faire en quelques semaines ce que ni l'Europe ni la France n'ont réussi à faire en un certain nombre d'années. On peut donc parfaitement comprendre ce sentiment qui relève de la politique, alors que la notion elle-même de subversion migratoire est une notion statistique qui demanderait une étude beaucoup plus approfondie, et je suis frappé de voir que dans les propos de ceux qui s'en indignent, il y a des confusions qu'on ne devrait pas faire, mais qu'ils font peut-être volontairement entre immigrés et étrangers, entre flux et stock, pour essayer un peu de noyer le poisson. Et peut-être, c'est un petit peu ce que vous avez souligné, de pousser finalement les socialistes à voter la censure, parce que ça va permettre de mettre beaucoup de difficultés pour le gouvernement actuel. On va faire réagir. Vous pensez que François Bayrou a mis le doigt là où ça fait mal, ou vous pensez qu'il n'aurait pas dû tenir ses propos? Appelez-nous au 0826 300 300. François Bayrou, vous vouliez réagir? Bien sûr qu'il a mis le doigt là où ça fait mal. Et la gauche, ça fait déjà 2, 3, 4 jours, peut-être même une semaine qu'elle cherche un mobile pour censurer. Elle l'a trouvé, voilà, tout simplement. Elle fait dans la facilité, comme d'habitude. Elle n'a pas envie que le gouvernement continue. Elle a obtenu un certain nombre de concessions, pas suffisamment à leur goût. Et là, elle cherche un prétexte. Voilà, c'est tout. Et vous allez voir, la semaine prochaine, si ça se trouve, l'affaire, elle est terminée. Philippe? Est-ce qu'un... Jean-Paul Gourevitch, à votre avis, est-ce que malgré l'énergie et je dirais la compétence d'un Bruno Retailleau, est-ce que le problème français n'est pas que beaucoup dépend d'un président de la République qui n'est pas aussi rigoureux dans ce domaine qu'il devrait l'être, et d'autre part les instances européennes qui peuvent nous bloquer? Est-ce qu'il est possible de faire quelque chose d'efficace sur le plan national? Jean-Paul Gourevitch. Alors, il y a une grande différence, effectivement, entre les propos altiers tenus par Bruno Retailleau
et la possibilité d'agir véritablement. Ceci dit, nous avons des leviers. Je prends l'exemple de ces pays qui refusent d'accueillir leurs déboutés. Nous avons quand même des outils. Le premier outil, c'est la réduction éventuelle de l'aide publique au développement. Ces pays reçoivent une aide au développement, on l'a même vu pour l'Algérie, et il est très facile de le réduire. La deuxième chose, c'est aussi de diminuer le nombre de visas, voire de le réduire drastiquement pour un certain nombre des dirigeants de ces pays. Et la troisième chose, c'est de mettre au clair le statut d'étranger malade, parce que un certain nombre de ces dirigeants viennent se faire soigner gratuitement dans notre pays, alors qu'ils pourraient très bien le faire dans leur propre pays, et laissent la facture à l'État français. Donc, ne disons pas qu'on ne peut rien faire. Ceci dit, vous avez raison, Philippe Bilger, nous sommes encadrés par des normes européennes et des normes plus largement humanistes qui ne permettent pas d'aller très très loin, d'autant plus qu'il n'y a pas de politique migratoire européenne. Pierre-Yves Martin. Moi je suis très étonné et très interrogatif autour du fait de savoir si François Bayrou a prémédité cette évocation, cette formulation ou pas, parce que je vois pas ce qu'il avait à y gagner, notamment dans le cadre d'un équilibre parlementaire, et en même temps je sais qu'il est quand même sensible au fait de bien garder et exprimer sa place dans l'échiquier politique. Donc je suis très dubitatif, très interrogatif là-dessus. Il en avait déjà parlé, pardon, il parlait pas proportionnalité à l'époque. François Ozillo. Pour moi, c'est un sujet de volontarisme politique et Donald Trump l'a démontré ces 24 dernières heures. Il a réglé le sujet avec la Colombie en 2h30. Voilà. Vous voulez pas les récupérer? Ok, très bien. Droits de douane, taxes, etc. Ouais, c'est ça, les droits de douane, un président français peut pas mettre de droits de douane, c'est l'Europe qui décide. Les droits de douane, c'est le CE, le tarif extérieur. C'était mon deuxième point, ça se gère effectivement au niveau du pays et de sa souveraineté. C'est les fameux débats qu'on a avec l'Algérie depuis déjà 15 jours avec les influenceurs, mais aussi au niveau européen avec le pacte asile-immigration qui donne quand même des moyens et sur lesquels un certain nombre de pays européens veulent pousser encore les leviers un peu plus forts. Jean-Paul Gourevitch, c'est quand même une question qui se pose. Est-ce qu'on n'est pas désarmé? Parce que comme le disait François Ozillo, Trump, il est président, il met une signature, il y a 25% de droits de douane sur les produits colombiens. Nous, à part les visas et l'aide au développement, on n'a aucun moyen de pression puisqu'on a tout délégué à l'Europe. Enfin, c'est déjà un moyen. C'est déjà pas mal et on le fait pas. Il faut l'actionner déjà. Oui, alors on a beaucoup délégué à l'Europe, ça c'est vrai, mais nous avons quand même, nous participons, nous contribuons au financement de l'Europe. Et d'autre part, nous ne sommes pas seuls en Europe pour nous opposer à une sorte d'idéologie rampante et gentillette. Beaucoup de pays aujourd'hui de l'Union européenne partagerait une position, sinon de refus, du moins de distanciation vis-à-vis de ce que dit la Commission européenne. Et on le voit bien, les études qui ont été faites récemment aux Pays-Bas et au Danemark et qui correspondent exactement aux études que j'ai faites pour contribuables associés montrent que, à part l'immigration de travail qui est positive, les autres formes d'immigration sont négatives. L'immigration étudiante un petit peu, l'immigration familiale beaucoup, et l'immigration provenant du droit d'asile énormément, car elle rapporte très peu, il y a très peu de gens qui rentrent sur le marché du travail, et elle coûte énormément en protection sociale et dans tout ce qui est du régalien. Pour revenir sur ce que le PS est en train de faire, c'est-à-dire de reculer, Philippe Bilger, est-ce qu'on peut imaginer une crise où de nouveau le fait que le Premier ministre puisse sauter? Je le crains, Cécile et François le disaient tout à l'heure, on peut se demander
demander s'il ne cherche pas un prétexte prétendument humaniste pour dire que fuir la responsabilité qui serait la leur d'entraver le vote d'un budget qui est fondamental en cherchant à sortir par le haut d'un débat. Mais tout ça, ce serait lamentable, mais vous avez raison, c'est tout à fait possible. C'est une chasse naturelle, ils reviennent au galop, ils reprennent leurs vieux arguments qui datent des années 90 sur ce sujet comme sur tant d'autres. Moi je trouve que François Bayrou a au moins une vertu en posant ce débat et en utilisant ces mots, c'est qu'il a nommé les choses. Et les Français, ils veulent qu'on nomme les choses. Ils en ont marre des pudeurs de gazelle de la gauche qui revient à ces vieux démons, comme de la présidente de l'Assemblée nationale qui quand même là a une petite tendance à vriller un peu à gauche sur le sujet. Et en fait, en ne nommant pas les choses et en étant pas clair sur le sujet ou en ne voulant pas le reconnaître, vous donnez du carburant au Rassemblement national. Allez, 0826 300 300, Antoine est avec nous de Nîmes. Antoine, une réflexion sur le sujet? Écoutez, je pense à tout ce qui a été évoqué. Sous contrôle de votre invité, Monsieur Gourevitch, je voulais aussi faire rappeler que un pays comme l'Algérie, par exemple, a été pointé du doigt récemment par une ONG parce que justement, elle avait ramené 20 000 Nigérians à la frontière dans le désert, dans des conditions absolument lamentables. Donc tous les pays. Alors, je crois que c'était la Tunisie. Je suis pas certain que ce fut l'Algérie. Je crois que c'était la Tunisie. Il faudrait vérifier. Il me semble que c'était l'Algérie. Moi, de ce que j'ai cru comprendre, c'était l'Algérie qui, justement, raccompagnait, mais au point zéro, en plein désert, en définitive, des populations qui tentaient d'immigrer. Donc, tous les pays du monde sont confrontés à ça, et à mon avis, on devrait dépassionner un peu le débat quand même, et considérer que l'immigration, c'est une ressource économique comme une autre, finalement. Est-ce que finalement, c'est le mot de la fin? Il nous reste une minute, Jean-Paul Gourevitch. L'immigration, c'est une ressource économique comme une autre. Je serais tenté de citer Karl Marx, l'armée de réserve du capitalisme. Oui, je le disais tout à l'heure, il est certain que l'immigration de travail et toutes les études convergent là-dessus est positive pour le pays, notamment quand elle est choisie et qu'elle s'adapte à des niches dans lesquelles les immigrés font finalement le travail que ne font pas un certain nombre de nationaux. Mais l'immigration de travail, c'est très peu. En France, c'est 15%. Tout le reste de l'immigration, c'est l'immigration étudiante, l'immigration familiale, l'immigration de droit d'asile ou l'immigration sociale ou médicale. Ces migrations-là sont des migrations qui sont négatives. Et je terminerai en citant l'exemple du Danemark. Pourquoi est-ce que le Danemark a réussi à réduire le déficit de l'immigration? Parce que d'un côté, il a encouragé l'immigration de travail et d'un autre côté, il a été très drastique sur les autres formes d'immigration et le résultat est là, entre deux dates qui sont séparées par 5 ans, le coût de a été divisé presque par 2. Alors, je vais rebondir sur ce qu'a dit Antoine. Un record d'expulsion de migrants de l'Algérie vers le Niger en 2024. On parle de 31 404 migrants qui ont été expulsés, selon l'ONG nigérienne, avec des traitements violents, voire mortels à leur encontre. Et il y a aussi, en Tunisie où il y a eu beaucoup d'expulsions de migrants, notamment dans le désert. Donc, les deux avions raison. Et merci beaucoup, en tout cas, Jean-Paul Gourevitch, d'avoir été avec nous, consultant international sur l'Afrique et les migrations, et auteur d'une monographie sur le coût de l'immigration pour contribuables associés. C'était en 2023. Merci d'avoir accepté notre invitation. Antoine, vous restez avec nous puisque vous êtes notre vraie voix du jour. Le jeu, le qui c'est qui l'a dit, va remettre tout le monde d'accord. Il faudra un gagnant. Il y en a d'autres qui vont pleurer. Donc on espère que ce sera vous qui allez gagner. Allez, c'est dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble avec nos débatteurs jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avant que ce jeu, le qui c'est qui l'a dit, chers amis, parte aux États-Unis, qu'est-ce que je vous dise, les gens adorent, on n'y peut rien, hein, Philippe David? Absolument. Ouais, Même voilà. Donald Trump a dit I won the qui c'est qui l'a dit. Oui, mais il voudra gagner. Il voudra gagner, ça c'est le problème, comme vous, Philippe. Et quand il vous battra, il dira You are fired. Pierre-Yves Martin autour de cette table, François Oseillot et Philippe Bilger, avec Antoine qui est là. Antoine? Toujours présent. C'est à vous de lancer le jingle.
Eh bien, je vous propose de participer à ce grand jeu Aléa Jacques Taest. C'est Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. On l'avait pas eu celle-là. Allez, qui c'est qui l'a dit, mon cher Antoine? C'est bien, c'est bien, c'est bien. 3 points sur le risque de censure. Je pense que ce gouvernement tiendra. Antoine. Darmanin, peut-être? Non. Non, c'était ce matin. Alors, ce matin, Barreau. Non. 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 C'est pas sur Sud Radio. Non, c'était pas sur Sud Radio. C'est une femme. Une femme. Antoine. Braun-Pivet. Bonne réponse de Philippe Bilger. Qui c'est qui l'a dit sur les 7 heures travaillées non payées? Tout travail mérite salaire. Antoine. Ça, c'est la gauche, ça doit être Bompard, peut-être? Non, Bayrou. Bonne réponse, il l'a dit un poil plus Philippe l'a tôt. dit avant. Il faut que tu sois plus vulgaire. Il faut y aller, François, là, parce que Philippe Bilger, il est Je rapide. soyez plus vulgaire, traitez-le de bouffon, allez-y. Lève le doigt, j'attends pas. Ne lève pas le doigt. Non, mais là, il n'y a pas de règle. Donc, Là, il y a pas de voilà, règle. on est, C'est bien noté. Voilà, c'est bien noté. Question, qui c'est qui l'a dit? 3 points. L'excuse de minorité, elle doit sauter. Antoine. Bardella? Non. Retailleau. Non, Non. Ciotti. C'est un député. c'est en I. Ciotti. Non. Ah oui. En I. Oui. Oui. C'est pas bon, pas Ciotti. Non, non. Jacobelli. Absolument. Bonne réponse de Philippe C'était pas Bilger. loin. On nous aide beaucoup là. Qui c'est qui l'a dit? Les mirages français voleront bien prochainement dans le ciel ukrainien. Mirage. Antoine. Mirage comme Pierre-Yves qui répond à rien. Antoine? Macron? Non. Non, Le Cornu. Non. C'est pas lui cornu. Non. C'était ce matin sur Sud Radio. Barreau. c'est un ministre. Bonne réponse. Ah bah là, il a Voilà. été plus rapide. Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Ce matin sur Sud Radio. Qui c'est qui l'a dit? 3 points. La justice des mineurs en France est un fiasco. On est trop naïf. Ces jeunes ne sont pas des victimes de la société. Ce sont des voyous. Antoine. Retailleau? Bonne réponse. Oui, Antoine. Qui c'est qui l'a dit? Avec la présence de Bruno Retailleau au gouvernement, les LR redécouvrent le réel. Oh, c'est beau. Antoine. C'est beau. Braun-Pivet? Non. Non. bah Non. Facile. Oh, ouais, fastoche. Ok. La logique. La logique. La logique, c'est qui? Le couple. Darmanin. Voilà. Voilà. Ils sont mignons, Darmanin Ah ouais. et Retailleau. Hein? Ah oui. Oui, moi, il est formidable. Ah, lui aussi, il est top. Allez, ça dure. Qui c'est qui l'a dit, Antoine? Écoutez bien sur le budget. On ne votera jamais pour un budget macroniste. La question, est-ce que l'on va le censurer ou pas? Antoine. Bompard? Non. Fort. Pas le même bord. Fort. Non. L'autre côté. Ballot. Non. L'autre côté. Écoutez. Chenu. Non. Non. Il est plus petit. Non. Ah bah Tanguy, non? Bonne réponse de Pierre Rive. Ah, dis donc, Champagne, là, je vous la Ça rame, là. C'est la dernière bonne question. Qui c'est qui l'a dit sur le sentiment de submersion migratoire? C'est dégoûtant. C'est un signal politique qu'il envoie. C'est une outrance de vocabulaire qui souffle dans les voiles de Madame Le Pen ou Monsieur Zemmour. Antoine. Mathilde Panot? Non. Duflo. Non. Non. C'est un ancien C'est LFI. Il a été écarté. Corbière. Bonne réponse. Ah, François, ça y est. Il se réveille. Non mais il avait déjà eu 3 points quand même. Il Ah, était mais pas quand fatigué. même. Oui. On attend des choses de la jeunesse. Qui c'est qui l'a dit? 3 points sur le sentiment de submersion migratoire de François Bayrou. Je pense qu'on a gagné depuis très longtemps la bataille idéologique sur l'immigration. Antoine. Bardella? Non. Le Pen. Chenu. Bonne Voilà. réponse de François Ouzillot. 3 points. Bon, Dis donc. Qui c'est J'ai pris une pastille, ça. Ça y est. qui c'est qui l'a dit? Attention, c'est pas une phrase, c'est une conférence. Allez-y, Philippe. Ne pas censurer le gouvernement Bayrou la semaine prochaine, c'est laisser Retailleau, celui qui parle comme Pétain de français de papier, de régression ethnique des habitants des quartiers populaires ou encore des belles heures de la colonisation, c'est laisser l'offensive raciste de Retailleau continuer. Ben, Antoine. Ça, c'est de la cité. Mélenchon? Non. Bompard. Pas loin. Arnaud. Non. Panot. Panot, bonne réponse. C'est François Ouzillot Dis qui l'a donc, dit en le marge. retour de François. Il mène. Et ben voilà, on a fini. Et donc, Philippe?
Il n'y a pas de gagnant parce que François Ouzillot a égalé Philippe Bilger à 12-12 et en plus après Antoine et Pierre-Yves Martin sont à 3-3. Donc il y a 2 matchs nuls. Bravo Antoine. Bravo. François et Philippe. Voilà, une joute de géants, exactement. Antoine, merci en tout cas de votre bonne humeur et d'être avec nous aujourd'hui, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous revenez comme vous voulez, hein. On le dit à chaque fois, mais vous pouvez nous rappeler sans aucun problème. Comme vous, hein, au 0826 300 300 dans un instant. Le journal, bien entendu, et puis après la météo, et après le coup de gueule de Philippe David. Je pense que dans certains événements, il ne faut pas oublier certains cartons d'invitation. Non, ok. Vous me regardez, j'ai dû faire une soirée, je vous ai pas invité, vous êtes fâchés. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Les vraies voix jusqu'à 19h comme tous les jours. Vous savez ce numéro de téléphone 0826 300 300. Vous êtes très nombreux à nous appeler, à nous laisser des messages. Dans un instant, on va Sandrine Dugère sera avec nous. En attendant, Philippe Bilger est avec nous, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, et François Ouzillot, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Le coup de gueule de Philippe David. Ce sera dans quelques instants et il y a certains cartons d'invitation qui ont manqué hier et je vais pousser un coup de gueule là-dessus. Et tout de suite, Sandrine est avec nous. Sandrine, bonsoir. Vous nous appelez de Fleurance, dans le Gers. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et pour ceux qui n'ont pas écouté l'émission d'hier, vous réagissez suite au témoignage d'un de nos auditeurs hier qui nous a appelé pour expliquer que son fils a été enlevé par méprise et que le choc est terrible. Et vous réagissez à ce témoignage. Oui, bonsoir à tous. Écoutez, c'est quand même assez surprenant. J'ai écouté le témoignage de ce papa. J'imagine le gamin de 17 ans dans quel état il devait être. Mais surtout, ce qui me choque et qui me dérange, c'est le profil et le pédigré des deux mecs là qui l'ont enlevé, ce jeune. Parce que ces gamins placés, moi j'ai travaillé très longtemps dans des maisons d'enfants. Je me suis fait agresser par une jeune à coup de rouleau à pâtisserie. Elle a voulu me tuer avec un rouleau à pâtisserie en bois. Je l'ai contenue, je l'ai mise au sol, je lui ai fait une clé au bras. J'ai fini par déposer plainte contre elle parce que c'était une agression extrêmement violente. Et la juge pour enfants m'a dit que je n'étais pas au PJ, je n'avais pas à faire officier une clé de police judiciaire. Voilà, et la gamine est sortie de l'audience avec 0 sanction. Elle a voulu tuer une éducatrice avec un rouleau à pâtisserie. D'abord, elle voulait tuer un jeune, et puis après moi, puisque j'ai défendu le jeune, je l'ai empêché. Et elle est sortie de l'audience sans sanction. Il y a 20 ans, voilà. C'est tout. Donc il ne faut pas s'étonner. Les jeux pour enfants sont des bisounours, les éducateuses sont des bisounours aussi. Les éducs ne savent plus dire non, ils ne savent plus dire stop, ils ne savent plus mettre un stop au gamin. Et il ne faut pas oublier qu'un gosse, pour se construire, il a besoin de stop, il a besoin qu'on lui dise non. Hein. Philippe Bilger, la réaction. Vous n'avez pas de micro, allez-y. Vrai, c'est évidemment scandaleux. Paradoxalement, il est beaucoup plus facile d'être indulgent et même lâche en matière judiciaire que d'être courageux. François Ouzillot. Justice des mineurs. On vous a vu lever les yeux au ciel, François. Désespéré. Oui, parce que c'est encore des faits divers atroces et on en a marre de les entendre. Et là, c'était il y a plus de 20 ans. Hein. Oui, il n'y avait pas de sanction. Mais même, voilà, c'était déjà il y a plus de 20 ans. Et 20 ans après, on a encore le débat. Vous regardez ce qui s'est passé ce week-end. Comme on n'a rien fait pendant 20 ans. Donc justice des mineurs. Il faut adapter le code pénal. Il faut revoir aussi une certaine idéologie effectivement au sein de la magistrature qui est toujours dans la culture de l'excuse. Et il faut revoir l'exécution des peines. Qu'on fasse peut-être un vrai plan aussi prison. Pierre-Yves Martin. Oui, en fait, du coup, par rapport à ces deux commentaires qui ont été partagés, moi je reviens sur ce sujet d'intervention du parent, là, du père hier qui est venu témoigner. Et dans cette histoire dramatique et tragique, ce qui est très positif, c'est que le père souhaite exprimer un vrai témoignage de ce qui s'est passé, des manquements, des carences, des étonnements, etc. On lui a déconseillé de le faire. Et je trouve ça très positif et surtout très constructif par rapport à. Parce qu'on dit toujours que ça n'existe pas. Voilà. C'est bien d'en parler. En tout cas, Sandrine, on vous remercie beaucoup de votre témoignage parce que, encore une fois, c'est ce que je disais hier, c'est pas toujours évident de parler à une radio. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation et de vous être confié à Sud Radio et dans Les Vraies Voix. Dans un instant, le coup de gueule de Philippe David. Quand on commémore le passé, il faut parfois faire abstraction du présent. On en parle dans un instant. Soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans Les Vraies Voix. On est ensemble jusqu'à 19h avec Philippe David et autour de cette table, Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, et François Ouzillot, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Et vous au 0826 300 300. Et bien entendu, ça le détend. Il faut qu'il râle parce qu'il trouve toujours un truc à dire. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village gigantesque puisqu'il va de Kaliningrad sur la Baltique jusqu'à Vladivostok sur l'océan Pacifique, la Russie. Pourquoi la Russie ? Parce que ce pays n'a pas été invité hier aux 80 ans de la libération d'Auschwitz, ce qui est pour moi totalement scandaleux. En effet, peu importe la situation géopolitique et la guerre en Ukraine, il s'agissait hier d'une commémoration et pour ceux qui l'ont oublié, c'est l'armée rouge qui, il y a 80 ans, libéra Auschwitz. Une armée rouge dans laquelle les soldats de la République de Russie, République soviétique, étaient les plus nombreux, ce qui s'explique par le fait qu'elle était la plus peuplée, qui ont subi les plus lourdes pertes. Sur les 27 millions de morts soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, on évalue le nombre de militaires tués à 11 millions, dont plus de 6 700 000 Russes. Des sacrifices gigantesques qui ont permis d'anéantir le nazisme, puisque, rappelons cet autre fait historique, environ 75% des pertes de la Wehrmacht lors de la Seconde Guerre mondiale eurent lieu sur le front de l'Est. Pour la petite histoire, qui vient parfois se greffer sur la grande, la 322e division de fusiliers qui a libéré Auschwitz était dirigée par le général Zubov, russe né en Lettonie. Son chef direct qui commandait la 60e armée était le général Kurochkin, russe de Smolensk, tandis que le commandant du premier front ukrainien, qui intégrait ces deux groupes d'unités, était commandé par le maréchal Konev, un russe de Kirov. C'est pourquoi ne pas inviter la Russie à la commémoration de la libération d'Auschwitz, c'est pour moi une faute historique et morale, puisque ce sont les soviétiques, avec parmi eux nombre de Russes, qui ont libéré, il y a 80 ans, ce lieu de martyre. C'est drôle, pardon de provoquer un peu. Je trouve que je comprends totalement le point de vue de Philippe David, mais en même temps, je peux pas dire que je suis totalement indigné, quoi. Il y a une histoire soviétique, il y a ce qui s'est passé en France, qu'on me présente avec beaucoup de talent les soviétiques comme des héros qui ont libéré Auschwitz et qui aurait dû être invité, j'ai du mal, mais sans doute mais que on a invité les Ukrainiens. Hein. Oui, mais je suis trop partial, Philippe, ne faites pas attention. Moi, je suis complètement d'accord avec Philippe David. Je trouve ça... Ça coûtait rien. J'apprécie que la diplomatie soit aussi capable d'être une diplomatie au premier degré, un peu dure, un peu carrée. Et c'est un petit peu le même sujet qu'il y a eu lors de l'anniversaire du débarquement. C'est-à-dire pourquoi ne pas les avoir invités, etc. Il y a une dimension fraternelle, humanité, qui n'existe plus. C'est bien dommage, mais c'est vrai aussi qu'il y a un conflit avec un responsable qui est Poutine, sur lequel il faut bien s'aligner pour exprimer son désaccord profond. Mais c'est vrai qu'une petite parenthèse, ça aurait peut-être pas été complètement inutile pour l'humanité. François Ouzillot. Alors pour le coup, sur les invitations, on peut pas faire son centriste. Soit on invite, soit on n'invite pas. En l'espèce, Poutine fait quand même l'objet d'un mandat de la CPI, la Cour pénale internationale. Enfin, Netanyahou aussi faisait l'objet d'un mandat de la CPI. Hein. Certes, mais c'est rendre hommage aux soldats russes, c'est bien, mais on ne peut pas non plus cautionner ce que fait la Russie aujourd'hui. Donc voilà, il a été arbitré de ne pas les inviter. C'est comme ça. Mais c'est une faute historique. Je ne suis pas tranché autant que... Et puis j'ajoute, après ce qui s'est passé, la libération d'Auschwitz, l'URSS n'a pas été un modèle. Hein. Mais ça c'est sûr, mon argument n'est pas... Non mais l'URSS, malgré tous ses défauts, et Dieu sait si elle en avait et si elle était indéfendable, n'a jamais envoyé des gens dans des chambres à gaz. Hein. Oui, même si elle a fait des millions et des millions de morts. 7 millions de koulaks... Oui. On est bien d'accord que les koulaks, Nedlempen, etc., les Ukrainiens, mais c'est quand même eux qui ont arrêté tous les camps d'extermination qui étaient tous en Pologne. Hein. Ouais. Ah oui, sur ce plan-là, absolument. Philippe, je crois que vous ne faites pas l'unanimité. Là. Non, mais Cécile, je crois qu'il a raison, objectivement. Mais même si j'ai une sorte de répulsion. C'est étonnant parce que c'est comme les acteurs qui ont fait de grands films et qui ont un problème
problèmes aujourd'hui de viol, de trucs, est-ce qu'on peut décorréler Voilà, c'est ça le truc. C'est le même sujet. C'est le même sujet en fait. C'est exactement ça. Voilà. J'ai bien résumé pour une fois. C'est parfait. Allez, merci beaucoup Philippe David. Tout de suite, l'info en plus de Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. Et dans les Bouches-du-Rhône, des habitants d'une commune ont décidé de lancer un concours du plus gros retard dans la livraison du courrier. Il y a peut-être le mien dedans d'ailleurs. C'est un peu le parti d'en rire. C'est peut-être ce qu'on appelle faire contre mauvaise fortune bon cœur, à moins que ce soit la politesse du désespoir à Luynes, près d'Aix-en-Provence. Rien ne va plus depuis que le bureau de poste a fermé, raconte Nicolas Girardin du collectif Luynois en Action. L'activité des colis et des lettres recommandées, etc., a été transférée à un commerçant. Le commerçant, au bout de quelques semaines, quelques mois, s'est aperçu que les clients qui venaient retirer leur courrier recommandé se plaignaient. Et donc, non seulement ça a occupé son commerce avec cette activité-là qui est peu rentable par rapport à ce qu'il faisait, mais en plus, les gens venaient avec une mauvaise idée, avec une mauvaise humeur. Donc, il a décidé d'arrêter, on le comprend. Nicolas Girardin, joint par Amélie Béguin pour Sud Radio, son collectif a donc lancé ce concours du plus gros retard postal avec un site internet pour faire remonter les plis en souffrance, arrivés déjà périmés. Résultat, plusieurs retards allant jusqu'à 22 semaines, plus de 150 jours, autrement dit plus de 4-5 mois parfois, avec forcément des conséquences pas drôles du tout. C'est très douloureux pour quelqu'un de recevoir une facture majorée, de serait-ce qu'un PV. On n'est pas à l'abri d'un petit kilomètre à l'heure de plus devant un radar. Et on reçoit donc une petite amende. Mais si on est prévenu 22 semaines plus tard, l'amende elle va être majorée. Si vous recevez votre facture EDF ou votre facture télécom par voie postale, ou si vous recevez vos résultats médicaux, des convocations, le cachet de la poste fait foi. Quand vous recevez une convocation d'un juge, un avocat vous écrit, la CAF vous écrit, etc. Donc toutes ces procédures-là sont ruinées par un tel délai. Alors le collectif s'est rapproché de la Poste, de différents décideurs locaux, régionaux, sans explication vraiment convaincante pour le moment. Nicolas Girardin craint juste en fait que cette réorganisation n'ait pas suivi après la suppression du bureau de poste local. Il s'inquiète d'ailleurs aussi au passage pour les salariés de la Poste qui font face au mécontentement. La Poste ayant fermé, donc on n'a plus un service de proximité, donc il faut aller au centre de tri de la zone industrielle des Milles, qui est fait pour accueillir le public professionnel. Donc vous allez chercher votre courrier en faisant une dizaine de kilomètres. Vous arrivez dans un guichet professionnel où les professionnels sont prioritaires, donc on attend, et on se retrouve face à un agent de la Poste qui malheureusement va essayer de vous dépanner, mais qui n'aura pas de latitude puisque votre courrier n'est pas trié. Je le plains parce que recevoir autant de clients régulièrement et de se voir manifester une colère qui ne va pas rendre les conditions de travail très agréables pour les agents de la Poste. En tout cas, ce collectif Luynois en Action n'est pas convaincu à part les plans d'action qu'on lui a présentés pour tenter de résorber les difficultés. Ça, c'est un problème de maire, ça. Monsieur le maire, ça arrive tout le temps. C'est bien d'en parler, j'en veux à la Poste, personnellement. Ah bon, d'accord. Parce que j'avais mes vœux la semaine dernière, donc j'avais invité toute la population à mes vœux, et une partie des invitations ne sont jamais arrivées à leur destinataire. Mais pourtant, elles avaient été postées de Vernon pour aller à Vernon. Bien sûr. Donc il n'y avait pas 300 km à faire. Donc il y aura on retranchera une partie de la somme qu'on doit à la Poste. D'accord. Le contrat n'est pas rempli. Très bien, ok, très bien. Faites du porte-à-porte la prochaine fois. On en fait aussi, Cécile. Voilà, merci beaucoup en tout cas Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite de cette émission, on va revenir sur le chômage. C'est un sujet qui est, je pense, qui vous intéresse aussi, François Ozillot, en hausse, plus 3,9%, plus 8,5% chez les jeunes. Un revers pour la Macronie. Oui, un revers pour le macronisme. Alors vous voulez voter le 0826 300 300, mais tout de suite, juste avant, ce sera le tour de table des vraies voix. Philippe Bilger. Alors, j'ai envie je peux y aller, il y a pas très de court, là, il y a la pub après, la teasing. Non, c'est le teasing. On parle alors, de quoi ? je vais parler du groupe de presse EBRA. Voilà. François. Le fait que l'Europe et la France ne doivent pas rater le coche de l'intelligence artificielle. Pierre-Yves Martin. Et moi, je vais parler d'un courrier interne que le directeur général de la Gendarmerie nationale a adressé. On va en parler dans quelques instants. Voilà. Il fait un stop. Voilà. Ouais. Il a été perdu. J'ai l'impression d'avoir enregistré une bande et il n'y avait plus de place. Allez, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et nous sommes toujours là jusqu'à 19h avec Philippe David autour de cette table. Philippe Bilger, Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, et François Ouzillot, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Et tout de suite, leur tour de table de l'actu. Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine? Je vais vous raconter une histoire pas banale. Et vous me racontez pas votre petite journée? On a assez perdu de temps comme ça. Le tour de table de l'actualité. Votre petite journée, Philippe Bilger. Philippe Bilger, oui, c'est le patron du groupe de presse Sebra qui vient d'ailleurs de démissionner. Justement, je ne le savais pas, et ce patron de presse du groupe Sebra avait été fortement houspillé par la patronne de la CGT, qui lui avait reproché d'avoir liké, notamment sur LinkedIn, des messages de Sarah Knafo et de Marion Maréchal. Alors c'est Mediapart qui a balancé l'affaire, a priori. Et je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce que c'est que ces patrons de presse qui n'ont pas de virilité, qui ne savent pas résister à des intimidations? C'est invraisemblable, et malheureusement le pire est arrivé, puisque non seulement il n'a pas su résister, mais qu'en réalité il doit partir. Mais le pouvoir de ces syndicats, à cause de la faiblesse des patrons, est quelque chose d'hallucinant. Qu'est-ce qui lui coûtait là de dire, mais j'ai le droit de faire ce que je veux tout de même encore? Pierre-Yves Martin. J'ai deux remarques. La première, c'est est-ce qu'un patron de presse peut comme ça cautionner, exprimer son soutien de manière visible et lisible? C'est juste une première question. Et la deuxième remarque, c'est que il serait intéressant aussi de savoir qui compose le conseil d'administration de ce groupe de presse. Ça appartient au Crédit Mutuel de mémoire. Voilà, et ce qui peut peut-être aussi apporter un éclairage, et ce pauvre directeur général, il a certainement pas pris la décision tout seul, on l'a fortement invité à déraper, donc voilà. Mais tu te rends compte, il aurait liké en disant sur un mot d'un député LFI, personne n'aurait moufté. Pardon pour la familiarité. En termes de vie privée et de liberté d'opinion, c'est quand même un scandale. Enfin, je crois que c'est sur ses comptes personnels qu'il a fait ça en plus. Donc, enfin, de ce point de vue-là, c'est quand même juste dingue. Et deuxièmement, j'aimerais bien voir, moi, et qu'on fasse le même procès à ce que pourraient potentiellement liker les journalistes de Mediapart. Ouais. À mon avis, on ne serait pas déçus non plus du voyage. Pierre-Yves Martin, vous vouliez revenir sur cette lettre du DGGN, comme on dit, du directeur général de la gendarmerie. Exactement. Hier ou ce matin, le directeur général de la gendarmerie nationale a adressé un courrier en interne, donc à l'ensemble des gendarmes, pour exprimer, je cite, « Depuis l'invasion russe en Ukraine, la possibilité d'un conflit armé et d'une agression du sanctuaire national doit être sérieusement envisagée. » Et du coup, j'ai trouvé ça étonnant, doublement intéressant. Premièrement, parce que je trouve ça très intéressant et très structurant qu'il pose le sujet de la priorisation des budgets, de l'importance qu'on est susceptible d'accorder au sujet de la défense ou pas. Et dans un contexte de compression budgétaire, c'est encore plus important. Et donc, du coup, la question derrière tout ça, c'est de savoir qu'est-ce qui est pour les Français le plus important. Est-ce que c'est la défense du territoire national ou est-ce que c'est un autre poste, etc. Et je suis pas sûr qu'on soit si à l'aise pour dresser un niveau de priorisation par rapport à ces différents postes régaliens. Voilà, qu'est-ce qui est le plus important, la justice ou la défense, par exemple? Je sais pas, j'ai pas d'avis. Ou les deux. Mais en tout cas, la question est complexe. Et puis le deuxième élément d'intérêt, c'est que comme on est effectivement dans un cadre un contexte de structuration et de vote budgétaire, je ne peux pas m'empêcher de croire que ce directeur général de la gendarmerie nationale a aussi adressé ça afin de faire passer certains messages pour que effectivement les lignes budgétaires liées à la défense puissent être respectées et rehaussées. Et vous fléchez surtout vers eux, quoi. Philippe Bilger. Oui. Mais là, non, j'aime bien quand vous dites ça. Non, les interrogations de Pierre-Yves, je les comprends. François Ouzillot. Non, mais enfin, à mon avis, effectivement, il y a une volonté de mettre un peu la pression au moment du vote du budget, s'il est vraiment voté la semaine prochaine. Ce qui n'est pas acquis. Ce qui n'est pas acquis, effectivement, mais après, chacun... On peut faire des paris. On a toujours un Premier ministre, surtout. Chaque grand patron d'administration a déjà fait ça, en se servant effectivement de biais. Il n'a pas fait une interview dans un quotidien national, ce serait pas à propos pour le coup, mais il a fait ça dans une lettre interne. Cela dit, sur le fond, je vois pas ce qui est choquant. Enfin, il a raison de dire ça à ses troupes.
Ça peut tout à fait arriver. Enfin, en tout cas, on n'est pas à l'abri. Vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit. François Ouzillot, l'intelligence artificielle. Oui, ça me paraît important d'en parler ici. On a déjà abordé le sujet quelques fois d'ailleurs à l'occasion d'un certain nombre de sujets d'actualité, sur notre capacité à être souverain aussi, d'abord sur nos technologies. On est à l'aube de la plus grande révolution industrielle et l'Europe, pour moi, part du mauvais pied sur l'intelligence artificielle. Comme d'habitude, elle est déjà en train de nous parler de réglementation, de régulation, d'encadrement, de droit. Et on fait les choses à l'envers, parce qu'en fait, on ne permet pas à la recherche, justement, de se développer. Il y a Mistral, quand même, qui a levé énormément de fonds ces derniers mois. Mais par rapport à ChatGPT ou à DeepSeek, dont on parle beaucoup depuis 48 heures, 72 heures, qui est quand même l'application la plus téléchargée aux États-Unis, je crois, ces derniers jours, on est quand même un peu à la ramasse. Je voudrais pas. Qui est chinoise, c'est important de le dire. Qui est chinoise, effectivement. Oui. Et donc, j'aimerais qu'une fois de plus, on soit enthousiaste sur le sujet, on prenne de l'avance, on aide nos cerveaux qui ont d'ailleurs participé effectivement à Mistral, qu'on les subventionne, pourquoi pas, et qu'on ne soit pas encore une fois la dernière roue du carrosse ou le dernier wagon, comme on a pu l'être d'ailleurs sur le spatial, où moi pour le coup, c'est pas moi qui les construis, mais ils sont construits chez moi, les moteurs d'Ariane. J'ai entendu pendant très longtemps nos grands savants du CNES et autres nous expliquer que les lanceurs réutilisables, ça ne marcherait pas. Ah bah oui, on a vu. La preuve par SpaceX. On a vu. Donc maintenant, 10 ans après, on s'y met. Bon, j'aimerais qu'on n'ait pas la même histoire avec l'intelligence artificielle, qui pour moi est une révolution. Mais on pensait aussi que l'Internet ne détrônerait jamais le Minitel. Mais bien sûr, enfin, à chaque fois, et puis encore une fois, oui, mais c'est une question de moyens, François. Ah ouais. Oui, mais il a mis 500 milliards. Quand on voit ce qu'ils ont mis sur OpenAI, c'est énorme. Il met 500 milliards dans son fameux Stargate. Sauf que là, comme on le disait tout à l'heure pendant la pause, c'est encore un effet d'annonce, parce qu'il y a beaucoup de milliards qui avaient déjà été annoncés par Joe Biden en amont. Donc il fait de la com, il a raison. Moi, ce sera jamais autant en Europe, ça c'est certain. On n'a pas effectivement les moyens. Mais une fois de plus, peut-être qu'il faudrait qu'on ait une grande entreprise sur laquelle plusieurs pays européens abonderaient pour faire en sorte qu'elle rivalise entre DeepSeek et ChatGPT. En fait, dans cette histoire, si la loi créait de la richesse, on serait vraiment la première puissance, il n'y a pas de doute. Et moi, j'en tire aussi, pour le coup, là c'est le maire qui conclut, j'en tire aussi des effets positifs dans l'administration, dans les collectivités territoriales, dans l'hôpital, où je vois bien qu'une fois de plus, il y a un peu comment dire, on prend trop de précautions sur le sujet, tout de suite on nous sort les libertés fondamentales et la réglementation encore une fois. Moi, mon opposition, j'ai créé un poste délégué sur ce sujet à l'intelligence artificielle, ça a créé un débat au sein de mon conseil municipal, mais attention, ne remplacez pas les gens par des machines, etc. Mais non, on n'en est pas là, prenons le virage, accompagnons-le, mettons de l'argent s'il faut mettre de l'argent, regardons là où l'intelligence artificielle peut justement nous permettre de gagner en productivité et de permettre de faire des tâches chronophages que des humains n'ont plus envie de faire ou sur lesquels ils ne sont pas utiles, et faisons en sorte que ce soit plutôt une chance qu'un obstacle ou qu'un danger. Ouais. Quels que soient les dangers possibles, François, donc vous dites qu'il faut foncer d'abord. Ah oui. Voilà, il faut foncer, bien sûr, sinon on va encore être les derniers. Pierre-Yves Martin. Je pense qu'il y a deux volets. Il y a un premier volet, effectivement, de foncer en créant les conditions pour que l'ensemble des Européens découvre, maîtrise ce qu'est une application et une déclinaison d'intelligence artificielle. Puis le deuxième volet, c'est effectivement d'avancer unis, et donc du coup avec une seule voix. Et en fait, le problème en Europe, c'est que comme il n'y a pas de grande entreprise unique dédiée à ce sujet-là, il y a un coup les Italiens qui ont une partie, un coup les Allemands, un coup les Français, etc., etc. Et donc, comme on est très consensuel en Europe, on va donner une partie du budget. Par exemple, on a 200 milliards à mettre. Illustration. On va en donner 40 en France, 12 en Tchéquie, 58 en Espagne, etc. Et donc du coup, tout l'effort de guerre est dilué, et le résultat au final, c'est qu'on n'est pas en capacité effectivement d'être aligné sur le plan international. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on a construit Ariane. Et chacun est en train d'essayer de vouloir récupérer ses petits. Et c'est pareil dans la défense européenne. Avec ce principe d'égalité, d'équité, Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour ces sujets. Merci Philippe Bilger, merci Pierre-Yves Martin, consultant indépendant. Merci François Ouzillot, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. On vous retrouve demain, Philippe Bilger. Non, c'est tout de suite, là, il est 18h37, il y a le coup de projecteur des vraies voix. J'ai dit une connerie, là. Non, on ne peut pas dire ça. Vous savez que ça fait 2 fois que ça m'arrive. Oui, vous avez 20 minutes d'avance. Je pense que vous voulez vous débarrasser de nous.
Les temps sont durs, Philippe, les temps sont durs. Heureusement qu'on a des fauteuils à roulettes et pas des sièges éjectables. Alors, excusez-moi. Je vais m'adresser à la direction générale. Entre Philippe David... un sacré rythme à oui. Entre Philippe David, qui a cru parler à François Mitterrand hier soir... Ce soir, oui, c'est ça. Vous avez annoncé quand même que François Mitterrand avait parlé hier soir. C'est ça. Entre moi, qui veut finir l'émission 20 minutes avant, je pense qu'il faut qu'on fasse une petite sieste. Vous savez quoi, on va faire une petite pièce de 2 minutes et on revient dans un instant. Sera bientôt remplacé par Mais ça va être le coup de projecteur des vraies voix avec cette question et on vous la pose. Hausse du chômage, plans sociaux, est-ce un échec pour Macron? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir. Le 0826 300 300. Mon Dieu, à tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue dans les vraies voix jusqu'à 19h. Pardon, on rit encore parce que j'étais dans ma tête persuadée que c'était la fin de l'émission. Et pourtant, je suis concentrée sur ce qui est en face de moi. Bref, Philippe Bilger est avec moi. Ils sont revenus, du coup. Je les ai fait partir. Ils sont tous là. Ils sont tous là. Du sud de l'Italie. Pierre-Yves Martin, consultant indépendant, et François Ouzillot, maire de Vernon et conseiller régional de Normandie. Je me disais, pourquoi ils me regardent tous bizarrement? Merci en tout cas, Philippe David, de me soutenir psychologiquement. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Je ne veux pas travailler. Avec un chômage qui repart à la hausse en France, on s'y attendait, mais les chiffres sont plus mauvais qu'attendus. Un endroit où je vais, je ne sais pas qui cherche des gens. Je ne veux pas travailler. Je traverse la rue, je vous en trouve. Ils veulent simplement des gens qui sont prêts à travailler. Travailler, c'est trop dur. Et voler, c'est pas beau. Mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Et le chômage enregistre donc une hausse jamais vue hors période Covid depuis une dizaine d'années, 3,9% et même 8,5% pour les jeunes au dernier trimestre. La Macronie espérait pourtant laisser une embellie économique en héritage. Alors parlons vrai, est-ce que la politique de l'offre a été un échec? Et à cette question, hausse du chômage, plans sociaux, est-ce un échec pour Macron? Vous dites oui à 98%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, je sais que c'est des sujets qui sont compliqués pour vous. Mais là, l'heure est grave, en fait. Un parallélisme intéressant entre François Hollande et Emmanuel Macron. François Hollande espérait que la réussite du chômage viendrait lors de son quinquennat un peu avorté. Il arrive, le déclin du chômage arrive après. Emmanuel Macron croit que c'est sa grande victoire et apparemment aujourd'hui, il y a de nouveau une rechute sérieuse. Mais je me demande, mais là avec beaucoup de précautions, si on peut considérer que c'est l'échec. Oui, c'est l'échec d'Emmanuel Macron puisque tout cela découle tout de même de la situation politique totalement chaotique depuis la dissolution et le fait que la France n'est plus dans des conditions où une véritable lutte pour faire baisser le chômage peut être menée. François Ouzillot. C'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est quand même l'élément le plus fort de son bilan. Contrairement à un autre sujet qu'on a abordé il y a quelques minutes. C'est même le seul finalement. C'est le seul, c'est le plus puissant parce qu'au final on avait le taux d'activité le plus fort depuis 1975. On était redescendu quand même extrêmement bas en chiffre du chômage, y compris chez les jeunes. Il avait mis en place Choose France, qui était quand même super. On était aussi devenu le pays le plus attractif pour l'installation des entreprises. Et là, tout est en train de partir à volo depuis le mois de juin 2024. Donc c'est dramatique, j'ai envie de vous dire. Pour redonner confiance, ça va prendre du temps. Vu ce qu'on s'est dit aussi précédemment, je suis pas certain que ça se joue dans les semaines ou dans les mois qui viennent. De nouveau, à mon avis, l'année 2025 va être instable politiquement, donc instable économiquement. Donc les investisseurs ne vont pas forcément choisir la France ou ne vont pas prendre de décisions importantes pour leur entreprise de recruter ou de lancer de nouvelles lignes de production ou que sais-je encore. Et moi, je le vois dans mon territoire. J'allais vous poser la question justement sur le terrain. Dans mon territoire. Alors, j'ai pas les derniers chiffres, mais ils étaient bons effectivement jusqu'à 2024, mais j'ai senti les choses arriver dès juin, dès la dissolution, parce que je suis en charge aussi du développement économique sur mon agglomération. On avait des bonnes touches avec des entreprises étrangères pour qu'elles viennent s'installer chez nous, et à partir du moment où Emmanuel Macron a appuyé sur le bouton de la dissolution, tout le monde nous a dit stop, on arrête, on vous recontacte dans quelques mois. Et depuis, les choses avancent très très lentement, voire pas du tout.
Pierre-Yves Martin. Moi, j'ai déjà envie de rendre hommage à notre président de la République pour sa forte contribution autour de l'attractivité économique française. Il a quand même réussi à créer une dynamique. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, personne peut prétendre être à l'origine d'une croissance économique. Voilà, la France est calée déjà sur la conjoncture européenne d'une part, et d'autre part, entre le moment où on décide de réaliser telle ou telle mesure et les effets positifs qui peuvent en découler, il y a un rapport de temps, un tunnel de temps. Et du coup, aujourd'hui, effectivement, on est dans une espèce d'attentisme, d'incertitude, de non-visibilité économique. Les chefs d'entreprise, effectivement, comme vous le disiez, ne veulent pas prendre la décision d'investir, de faire évoluer, de faire grandir leur structure, leur organisation. Peut-être avec une exception, c'est que pour certaines, notamment pour les ETI, les ETI ont tendance à se tourner du coup vers les marchés de l'export, pour essayer d'aller se développer. Ce qu'on appelle les entreprises de taille intermédiaire. Voilà, Il y a plus de 250 personnes. Ouais. Tout à fait. Et donc voilà. Mais c'est vrai que on peut pas reconnaître à Emmanuel Macron le succès total comme l'échec total. Voilà, il y a des cycles économiques et en fonction de la durée de votre mandat, vous êtes dans le bon cycle ou pas dans le bon cycle, quoi. Et la CPME qui demande de ne pas sacrifier les entreprises, François Ozillot. Je vois bien le dilemme dans lequel se trouve le Premier ministre. À la fois, il faut qu'il ait la majorité la plus importante possible pour perdurer. Et en même temps, il ne faut pas qu'il fasse trop de concessions à la gauche sur le plan économique. Sinon, de nouveau, de toute façon, des signaux négatifs seront envoyés au monde économique et à l'Europe et au monde. Quand de l'autre côté de l'Atlantique, clairement, les choses sont reprises en main. Moi, dans mon territoire, pour y revenir une fois, etc. Et les sous-traitants, on a l'industrie spatiale, comme je vous le disais. Bon, là, elle n'a pas non plus forcément de bonnes nouvelles à venir, puisque Elon Musk est quand même très proche du président américain, et on sait très bien que SpaceX est quasiment subventionné par l'État américain à travers la NASA. Donc voilà, sur l'industrie automobile, sur l'industrie spatiale, et d'ailleurs, on voulait réindustrialiser le pays, c'est ce que disait Bruno Le Maire, l'ancien ministre de l'économie, et c'est aussi ce que voulait Emmanuel Macron, en lançant un certain nombre de grands plans qui étaient bien abondés aussi en argent public. Et donc, s'il y a trop de concessions qui sont données à la gauche, de nouveau, de très mauvais signaux seront envoyés, qu'on fait la réforme des retraites, etc., et qu'on revienne sur l'âge. Mais aussi, en même temps, il y a censure et que le gouvernement tombe, c'est pas bon non plus pour le pays. Donc, j'ai envie de vous dire, malheureusement, je suis pas d'un optimisme exaltant. Mais est-ce qu'il est impossible que les chefs d'entreprise soient en quelque sorte indépendants du climat politique? J'en doute fortement. C'est inconcevable. Parce que le principe de l'économie, c'est qu'elle doit reposer sur un principe de confiance. Oui. Et l'un des jobs censés être du politique, c'est quand même de créer les conditions de la confiance pour que les acteurs sociaux, économiques et territoriaux puissent s'organiser et créer de la richesse. Mais ce qui est fou, c'est pourquoi y a-t-il autant de bashing entrepreneur aujourd'hui en France? C'est ça aussi le souci. Parce qu'on a une culture qui n'a jamais été très... On a une culture, je ne sais pas comment la qualifier correctement, je vais dire sociale, peut-être un peu socialiste, où on ne sait pas valoriser le travail, les talents, les efforts, la création de richesse. On est vraiment là-dessus. Et il faut quand même reconnaître qu'on n'aime pas les gens qui réussissent, et on n'aime pas les patrons. On est très jaloux. Ah oui, en quand tout même, cas, rien à voir avec l'ultralibéralisme dont on prétend que la France, elle part en gond. Mais quand on entend... Il y avait une audition du patron de Michelin, je crois, la semaine dernière, 2 heures au Sénat, qui a expliqué pendant une grande partie de son intervention qu'il n'en pouvait plus de cet aspect normatif qui faisait qu'il n'arrivait jamais à pouvoir investir sur le long terme, justement. Et Confère, on a eu le débat sur les voitures thermiques, sur 2035. Un certain nombre de marques ont pris les devants, mais à un moment donné, là, il y avait des débats sur le fait qu'on allait peut-être revenir en arrière, etc. Enfin, il faut qu'à un moment donné, on ait une forme de stabilité aussi sur l'aspect réglementation, législatif, normatif. Et ça, les grands patrons, ils le dénoncent aussi régulièrement. Par contre, quand ça allait bien, il faut rendre ça quand même au président, quand ça allait bien, je trouve que les patrons ne le disaient pas suffisamment.
Et donc là, on les entend un peu en mode il faut que les politiques se bougent. Mais quand ça allait bien et que le président avait des résultats, il n'y avait pas grand patron qui défilait non plus dans les médias pour dire que tout se passait bien. Mais il y a quand même une question qui se pose quand on entend Éric Lombard qui dit que la France c'est un pays d'État et pas un pays libéral. Ça pose pas un peu question quand même, François Ouzillot? C'est vrai, vous savez en fait. d'où il vient. Ouais. Oui, mais je pose la question à tout le monde. Hein. Mais c'est vrai, non? Ah oui, mais c'est vrai que la France n'est pas un pays libéral, alors que tout le monde dit qu'on est un pays ultra-libéral. Moi, l'ultralibéralisme à 57% du PIB en dépenses publiques... ce serait bien, en fait, ce serait bien, et ça ferait peut-être gagner de l'argent public, et on pourrait enfin tailler dans les dépenses. Ce serait bien que l'État se concentre vraiment sur ses missions régaliennes et foute la paix aux autres secteurs. Mais vous craignez... Moi, là-dessus, je suis très libéral, je le reconnais. Vous craignez une flambée du chômage en 2025, vous, Pierre-Yves Martin, vous comme maire? Oui, les signaux qui arrivent sont pas bons. Et vous, quel consultant, Pierre-Yves Martin, chez vos clients? Oui, non, c'est pas très positif. Non, on doit normalement s'engager sur une période de 2-3 ans où ça va être compliqué, parce que et je reviens sur ces sujets de cycle économique, de consommation qui s'écroule dans les différents, par exemple en Chine, la consommation s'écroule, ça a un impact direct sur la croissance mondiale. Alors d'un point de vue leadership, c'est certainement très bien pour les États-Unis, mais pour l'Europe, ça va être compliqué. Puis peut-être revenir aussi sur le rapport au temps et sur l'investissement dans l'industrie française. C'est que il y a eu effectivement des effets d'annonce il y a 3-4 ans sur la régénérescence de l'industrie française, mais France 2030, c'est vraiment que des effets d'annonce, parce que il faut 25-30 ans pour construire une industrie stable et qui génère de la richesse. Merci beaucoup, messieurs. Cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de l'émission. Sûr, hein. Attendez, je vérifie. Et demain soir, on parlera des normes dans les vraies voies responsables, d'ailleurs. Absolument. Merci beaucoup, Philippe Bilger. Merci beaucoup, François Ouzillot. Merci beaucoup, Pierre-Yves Martin. Dans un instant, on va revenir sur l'emploi avec cette semaine de l'Association nationale de la formation automobile. Il y a une semaine de l'emploi du 1er au 8 février 2025 avec 500 événements un petit peu partout en France. On va en parler avec nos invités dans un instant. À tout de suite.